Vers la fin du mois de septembre de l'année 2014, plus précisément au cours de la dernière semaine de ce 9e mois de l'année, nous avons effectué notre arrivée à Dolgobahçet, une ville située dans la partie orientale de la Turquie. Cette arrivée marquait une étape importante de notre voyage, nous menant dans cette localité turque connue pour sa position géographique stratégique et son histoire riche. Dolgobahçet, en tant que ville frontalière, est un point de passage notable et un lieu d'intérêt culturel et historique en Anatolie orientale. Notre présence en ce lieu, en cette période de l'année 2014, a été un moment clé de notre périple, nous permettant de découvrir une nouvelle facette de ce pays transcontinental. John Larson de Nouvelle-Zélande avait obtenu un permis pour effectuer un scan de résistivité sur le site que nous pensons être l'Arche de Noé. L'imagerie par résistivité est complexe et s'est considérablement améliorée avec l'avènement d'ordinateurs plus puissants et de systèmes de résistivité plus performants. En gros, une charge électrique est utilisée pour cartographier les structures souterraines en fonction de la résistance électrique des objets présents sous la Terre. Dans la première partie, vous pouvez voir les scans en cours de réalisation. Afin d'obtenir une image de l'ensemble du site, 13 scans ont été effectués. Il a fallu plusieurs jours pour terminer les scans. Un jour où nous ne pouvions pas travailler sur le site, John est resté toute la journée dans sa chambre. Il est ensuite sorti et nous a demandé de le rejoindre dans la salle à manger à l'étage. Il avait réussi à obtenir les premières images 2D de ce qui se trouvait à l'intérieur du site en forme de bateau. Là, sur l'écran, nous avons vu sous la surface du site que l'extrémité inférieure avait la forme d'un immense navire profilé. On y voyait l'espace vide où une partie de la coque manquait, exactement comme Ron Wyatt l'avait documenté dans les années 80. Ce n'est que quelques années plus tard que John a eu le logiciel pour rendre les images en 3D, et ce que montraient les images 3D correspondait à un navire ayant subi d'importants dégâts. Après tout, s'il s'agit bien de l'Arche de Noé, comme nous le pensons tous, c'est le plus ancien objet fabriqué par l'homme sur Terre, et il est empalé sur un immense affleurement rocheux. Les scans montraient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un objet naturel, et cela ressemblait à l'épave d'un immense navire. Lorsqu'on observe les scans, chaque couleur distincte indique une résistance électrique différente des matériaux sous la surface du sol. Le logiciel permet à John de filtrer certaines résistances afin de se concentrer sur des substances similaires, comme éliminer la boue par rapport à des matériaux plus denses. La partie visible au-dessus du sol n'est, pour ainsi dire, que la partie émergée de l'iceberg. Ce scan montre la longueur complète de l'arche depuis le côté droit, celui le plus proche du centre des visiteurs. La ligne indique le niveau du sol et l'étendue des vestiges sous la surface. L'affleurement rocheux est visible sur cette photo. C'est sur cet affleurement que le navire s'est empalé, et c'est ce qui l'a maintenu en place alors qu'il glissait le long de la montagne lors d'une coulée de lave. Les effets de la collision étaient clairement visibles en 1985, lorsque Ron et ses associés ont effectué des balayages au détecteur de métaux et relié le schéma des relevés à l'aide de rubans. La première chose que John voulait voir était l'étendue de la roche qui empalait le navire. À première vue, il semble qu'il s'étende jusqu'au milieu du navire, jusqu'à la ligne centrale. Mais les balayages ont révélé que l'affleurement rocheux lui-même pénètre jusqu'à 8 mètres de la ligne centrale du navire. Une partie supérieure de cette roche s'était détachée et était tombée sur la surface supérieure du navire, donnant l'impression que la masse rocheuse totale est en réalité beaucoup plus grande et qu'elle s'enfonce dans le navire plus loin qu'elle ne le fait réellement. Les scans montrent que la coque est brusquement sectionnée à l'endroit où la roche la traverse, ce qui correspond aux dégâts que l'on s'attendrait à voir si un navire à coque en bois heurtait un rocher et s'y empalait. Les dégâts ont déformé le côté droit et provoqué un renflement de la coque vers l'extérieur tel qu'on l'observe aujourd'hui. Cela donne à la forme actuelle du navire une apparence plus large qu'elle ne l'est réellement.
Les scans montrent que la partie supérieure de la coque du côté droit s'est complètement détachée et séparée de la section principale du navire, basculant vers l'extérieur. La section intacte de la coque, qui comprend le côté gauche et le centre du navire, apparaît comme étant nettement plus résistante que la section séparée du côté droit. Cela serait prévisible car, dans un navire en bois, l'ampleur des dégâts subis par le côté droit aurait presque certainement fissuré la structure de la coque dans cette zone, la rendant plus perméable à l'eau et augmentant ainsi sa conductivité. Ici, la forme du côté droit de la coque est représentée repositionnée et remise dans sa forme d'origine, où elle rejoint à nouveau la section principale de la coque et devient symétrique au côté gauche. Le resserrement des lignes de contour de résistivité à la frontière entre la forme de la coque et le matériau environnant indique qu'un changement soudain des propriétés du matériau se produit à cette limite. Le matériau à l'intérieur de la forme de la coque présente une résistivité électrique différente de celle du matériau à l'extérieur du contour de la coque, et ces deux zones sont nettement différentes des propriétés électriques de la roche. En observant la forme de la coque en 3 dimensions, les images de résistivité montrent que la section avant, qui se trouve sous la surface du sol, ressemble à la forme d'un navire profilé, avec une coque profonde et élancée. Les valeurs de résistivité du matériau formant la coque sont également identiques au-dessus du sol et en dessous. Cela indique que le même matériau compose l'ensemble de la forme de la coque et que ce matériau est relativement imperméable à l'eau. C'est une substance dure qui a conservé sa forme. Autour du périmètre du site se trouvent des éléments que Ron pensait être les côtes du navire. Les analyses ont révélé des preuves encore plus encourageantes que ce que nous aurions pu espérer. Elles ont montré que le matériau formant ces côtes se prolongeait sous la surface du sol et se courbait sous le navire, exactement comme on s'y attendrait pour une structure en bois nervuré. La résistivité électrique du matériau formant la côte était plus élevée que celle de la boue environnante, et le niveau de résistivité ne semblait pas varier avec la profondeur. Cette constance remarquable indiquait clairement que la composition intrinsèque du matériau formant la côte n'avait absolument pas été saturée d'eau de manière inégale, ni même décomposée ou altérée. Au contraire, le matériau semble encore conserver sa propre structure et reste relativement imperméable à l'eau. Ron Wyatt avait l'habitude de montrer sur la face intérieure de la coque du navire une série de saillies régulièrement espacées qui s'étendent à 90 degrés du bord extérieur de la coque vers l'intérieur du navire. Il pensait qu'il s'agissait de solives de pont qui soutenaient autrefois un plancher ou un plafond de quelque sorte. Les analyses ont révélé que ces saillies présentaient la même résistivité que le matériau apparent des côtes. Elles ont également révélé qu'elles s'étendaient vers l'intérieur de la coque et se connectaient directement à la côte adjacente, exactement comme Ron le pensait. Les analyses montrent qu'à l'intérieur de la forme de la coque, il existe 3 surfaces planes distinctes de matériaux qui s'étendent sur toute la largeur de l'intérieur de la coque. La surface la plus haute apparaît comme une couche de matériaux d'une épaisseur d'environ 3,2 mètres, ce qui correspond exactement à 6 coudées selon l'ancien système de mesure. La couche du milieu mesure une épaisseur d'environ 4,7 mètres. La hauteur du pont le plus bas, mesurée précisément du sol jusqu'au plafond, est de 7,8 mètres, ce qui correspond exactement à 15 coudées anciennes, une mesure historique et significative. Le long de la ligne centrale exacte du navire, les analyses ont identifié une zone de résistivité beaucoup plus élevée, qui est possiblement une cavité ouverte. Le bord inférieur de cette cavité est incliné à un angle de 35 degrés par rapport au pont du navire et descend en pente comme un escalier central reliant les ponts supérieurs, intermédiaires et inférieurs.
À mi-chemin de l'escalier, au même niveau que le plancher du pont intermédiaire, l'angle de la zone en forme d'escalier s'aplatit pour adopter la même orientation que le pont intermédiaire, formant ce qui semble être un palier horizontal. L'angle du sol de la zone en forme d'escalier reprend ensuite et descend vers le plancher du pont inférieur. Une autre zone présentant un niveau de résistivité tout aussi élevé se trouve sur le pont intermédiaire, juste à côté de la zone centrale en forme d'escalier, à laquelle elle est reliée. La limite inférieure de cette zone se situe à la même hauteur que ce que l'on suppose être le palier de l'escalier sur le pont intermédiaire. Cette zone est de forme carrée et mesure environ 4 mètres de hauteur pour 5 mètres de largeur. Elle a la forme d'un couloir et est orientée à 90 degrés par rapport à la forme de l'escalier, de sorte qu'elle relie ce qui semble être le palier central de l'escalier sur le pont intermédiaire au bord extérieur du côté gauche de la coque. La forme du couloir est le seul endroit qui traverse entièrement le flanc de la coque du navire. Sa position au centre du navire, menant directement à l'escalier central du bateau sur le pont intermédiaire, correspond à la description biblique d'une porte de l'arche. Une caractéristique intéressante qui montre la différence entre un matériau solide d'un seul tenant et des zones où le matériau solide a été fragmenté peut être observée à l'emplacement des explosions de dynamite de 1960. Cela indique l'emplacement de l'explosion effectuée sur le côté gauche du navire. Les dégâts causés par la dynamite sont visibles parce que le matériau autour du trou de dynamite s'est fracturé sous l'effet de l'explosion et absorbe plus d'eau que le matériau environnant. Cela rend la zone environnante autour du trou de dynamite beaucoup plus conductrice et, par conséquent, elle apparaît clairement en rouge sur les scans détaillés. Ces scans montrent de façon concluante que ce site n'est pas un soulèvement rocheux, il semble s'agir d'un objet qui présente toutes les preuves d'une fabrication humaine. Lorsque les images de résistivité ont été comparées aux résultats des scans radars réalisés par Ron Wyatt, il a été constaté que les positions de ces structures se trouvaient exactement aux mêmes endroits à l'intérieur du navire. Cette image montre les résultats des images de résistivité qui identifient ces structures murales superposées aux résultats des scans radars réalisés par Ron. En 2019, des scans radars ont de nouveau été effectués, que nous avons contribué à financer, mais auxquels nous n'avons pas assisté. Ils ont également révélé la présence de lignes droites correspondant à des murs et de lignes à 90 degrés correspondant à des pièces. Nous pensons qu'il s'agit d'un navire immense. Il a la forme d'un navire et les caractéristiques d'un navire. Il se trouve à 6300 pieds d'altitude dans les montagnes d'Ararat. Les caractéristiques internes correspondent exactement aux dimensions données dans la Bible en utilisant l'ancien coudé de 20,6 pouces, appelé plus tard la coudée royale égyptienne. Découvrir l'arche de Noé ne signifie rien si cela ne renforce pas notre foi ou ne conduit pas un non-croyant à la connaissance de la vérité que nous avons un Créateur qui nous aime et veut que nous venions à lui et soyons sauvés par le sang de son Fils. Mais il est écrit, « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. »